Virginie Juliard est professeure des universités en sciences de la formation et communication à l'université Sorbonne Université et elle est co-responsable du département médias de César et également directrice de l'unité des services CRS, une unité, voilà, humanité numérique, pour l'appeler comme ça. Virginie, je t'invite, voilà, à me rejoindre. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse, d'être, parmi vous aujourd'hui pour vous présenter. Ma recherche, je vais prendre un scope un petit peu large pour évoquer la façon dont, j'ai pu répondre à certaines questions sur les dernières années, qui ont été, voilà, ces projets de recherche que j'ai pu mener en collaboration avec plusieurs collègues et au sein, de l'unité de service, CRS, dont je présenterai aussi certains des enjeux méthodologiques, auxquels je me suis, confrontée. Peut-être pour commencer, dire que, j'ai fait ma thèse, sur le débat relatif à la parité homme-femme en politique, au tournant des années 90-2000 et je m'intéressais à l'époque à des corpus de presse et déjà la réflexion qui m'animait était une sorte d'interrogation. Comment se définissait quelque chose qui relève de la différence des sexes ou comment est-ce qu'on présentait comme naturel une certaine différence des sexes pour justifier l'adoption de réformes en faveur de l'égalité homme-femme? Pourquoi les questions d'égalité ne suffisaient pas? Pourquoi est-ce qu'il fallait appuyer, les débats sur cette question de la différence des sexes? Et donc ensuite, dans un deuxième temps, avec, Maxime Servul, on a retracé, heu, les débats qui ont animé l'espace public, depuis les années 90 et qui ont réouvert régulièrement cette question du genre et de la définition des identités de genre et de la réassurance en quelque sorte de la différence des sexes, comprise comme complémentaire, naturelle, allant de soi et cetera. Pour cela, on a fait l'hypothèse que la crise était le régime épistémique du genre, c'est-à-dire que le genre n'existe pas en tant que tel, il existe en tant qu'il est produit par le discours, au fil des controverses, qui ont animé l'espace public. Donc dans les années 90, on est sur la controverse du Pacs, de la parité. En 2005, il y a la controverse sur, le voile. Dans les années 2012-2013, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. 2014, vous avez la controverse relative à la dite théorie du genre où un certain nombre d'acteurs politiques et de militants s'inquiètent sur le fait qu'il y ait, une formation à l'égalité des sexes, une lutte contre l'homophobie et les stéréotypes dans les écoles mis en place par Najat Vallaud-Belkacem. Et puis dans les années 2019-2021, dans le sillage de la réforme de la loi de bioéthique, il y a tout ce débat autour de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et à l'occasion de ces différents débats, on va se réinterroger les questions relatives à l'identité de genre. C'est-à-dire que l'on va en quelque sorte, dans les débats, sont proposées des définitions de ce que ce serait une féminité désirable, une masculinité désirable. Qu'est-ce que c'est que la différence des sexes? En quoi elle serait naturelle? Et c'est pas que ça existe en tant que tel, là on a une approche vraiment constructiviste, c'est que c'est le discours qui produit, ces différences. Alors, on est nombreux en sciences de l'information et de la communication à travailler sur les questions de genre. Moi, pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échelle des signes, si on peut dire. Et donc, ce que j'ai essayé de développer, c'est ce que l'on a appelé avec Stéphanie Cunert une sémiotique du genre. Alors, c'est une approche, là, j'essaye de définir un petit peu mon approche avant d'en venir sur mes terrains contemporains et des corpus. C'est une approche qui s'inscrit dans la sémioclastie barthésienne, donc avec une approche critique des langages et des discours, par quelle mythologie on fait exister des talents de soi. Les cultural studies, qui ont, avec Stuart Hall, interrogé les chaînes de signification, comment des stéréotypes sont reconduits, reconduits, toujours signifiés de la même façon, comment il y a des options d'interprétation qui s'imposent euh, par rapport à la circulation de ces chaînes de signification. Et puis, ce que Monique Wittig a pu dessiner dans son matérialisme linguistique, c'est-à-dire que la langue a une physicalité, il y a des lexiques qu'on choisit. Monique Wittig, elle est poétesse, donc elle a aussi beaucoup travaillé sur le lexique, sur les grammaires, comment on invente de nouveaux mots pour resignifier aussi, les identités de genre et la différence, des sexes entre guillemets. Cette approche, en fait, elle prône, elle défend l'idée que les rapports sociaux se matérialisent dans les systèmes symboliques, qu'ils se reproduisent
au travers de répertoires de signes qui empruntent à différents registres, linguistiques, textuels, iconographiques, ou sonores. Dans la continuité des travaux de Teresa de Lauretis, l'idée, c'est vraiment de défendre que les représentations c'est important de travailler sur les représentations parce qu'elles constituent des horizons d'attente et que les individus vont aussi se forger, construire leurs identités en vertu des signes, des mythes, des histoires, des récits, du lexique auquel ils sont confrontés. Ça leur donne des points d'accès, des points d'appui pour une élaboration subjective. Alors, tout ça, c'est en quelque sorte l'approche. Maintenant, le contexte, donc c'est une approche qui s'est dessinée depuis, la soutenance de ma thèse. Maintenant, comment, cette recherche, elle prend corps aussi dans un contexte, social, politique, particulier. Ce qu'on a pu observer avec plusieurs chercheurs, donc je vais citer plusieurs personnes parce que c'est une recherche évidemment, sur, 15 ans, donc il y a beaucoup de personnes qui ont à un moment ou à un autre, qui ont croisé ces trajectoires, ces réflexions. C'est une réflexion qu'on conduit plus spécifiquement avec Fred Paillet, puisque Fred Paillet, avec Maxime Servul, a travaillé sur un corpus de tweets qu'il a collecté entre 2012 et 2013 autour des débats et notamment de la réaction très vive, et de la mobilisation de la Manif pour tous, et notamment ce qu'ils ont pu mettre en avant, c'est la dimension très affective, émotionnelle de cette mobilisation en ligne. Ils ont particulièrement travaillé sur les hashtags. Et à partir de là, eh bien, on observe, c'est une recherche en cours avec, Fred, que, en quelque sorte, il y a une institutionnalisation de ces mouvements-là et que les débats, l'intensité autour de ces questions, de genre, de différences des sexes et cetera, elle n'est pas retombée. C'est-à-dire qu'il y a eu des pics dans les années 90, parité Pax, 2005 le voile, aussi autour de la loi de bioéthique en 2004, en 2012-2013, mais depuis 2012-2013, il y a vraiment une intensification des débats et ça ne retombe pas en quelque sorte, ça retombe peu. Ce qui nous intéresse dans cette recherche contemporaine avec, Fred Paillet, c'est l'élaboration de répertoires de signes, de langage visuel, de grammaire de manifestation qui participent selon nous, au renforcement du collectif Manif pour tous anti-genre dans les réseaux sociaux. Dit autrement, on n'a pas du tout une approche en sociologie des mouvements sociaux. Pour nous, il n'y a pas des mouvements qui préexistent, heu, à l'écriture, aux pratiques d'écriture numérique. En fait, les mouvements se constituent au travers de pratiques d'écriture numérique. C'est à partir du moment où les gens se suivent, se relayent, retweetent, repoussent un certain nombre de contenus, bah, que ça commence à constituer, que ça commence à se constituer une communauté. Alors, la Manif pour tous est particulièrement prolifique, dans la production d'un certain nombre de contenus, d'éléments de communication, notamment dans les années 2012-2013, et là, pour la PMA, sont régulièrement, proposés des kits du manifestant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des slogans à crier en manifestation, des images à partager en ligne, des tweets à repousser. Il y a vraiment une, stratégie qui s'élabore pour occuper l'espace, les différents espaces, publics. Cette stratégie, elle passe par une élaboration d'images, de textes, de signes, de grammaire. Donc cette échelle des signes qui m'intéresse, tout particulièrement. Dans le cadre de cette recherche, ce que Fred et moi avons choisi de faire, c'est de mettre en commun nos différentes collectes sur différents corpus, de sorte que l'on a à peu près une 10 ans, de mouvements anti-genre qui s'élaborent dans Twitter, puisque lui a collecté en 2012-2013 autour du mariage pour tous. Moi, j'ai collecté dans le cadre de mon HDR, j'ai collecté entre 2014 et 2017 sur la question de la dite théorie du genre et comment les gens se mobilisaient contre Najat Vallaud-Belkacem et contre, les propositions, les dispositifs d'éducation à l'égalité des sexes et cetera. Et puis, en 2019-2021, on a refait une collecte, cette fois-ci avec l'aide de CERES, l'unité de service que j'ai réussi à monter à Sorbonne Université entre-temps, en 2021, sur la question de la PMA, en particulier l'ouverture, de la PMA aux couples de femmes et de femmes célibataires. Alors on a mis en commun nos corpus. Il y a plein de problèmes, je pourrais revenir, s'il y a des questions, je pourrais revenir sur les difficultés. C'est pas du tout des corpus cohérents puisque bien sûr, on n'avait pas les mêmes outils, on n'avait pas les mêmes compétences. Ce sont des choses c'est complètement bricolé, sur la période mariage pour tous et sur la période théorie du genre. Fred, a utilisé, les outils notamment proposés par, le Digital Method, Initiative d'Amy Tekat,
Moi, j'ai demandé à des ingénieurs en informatique, qui étaient des amis, des connaissances, de collecter des tweets, via l'API Stream et ce n'est que quand CRS a été constitué qu'on a vraiment pu faire des collectes extrêmement propres, avec notamment la collecte des images dans un temps plus raccourci. Parce que une des problématiques auxquelles, on s'est confronté, c'est comment on collecte des corpus qui comptent de plus en plus d'images et de vidéos. Parce que ça participe évidemment à la constitution des communautés, c'est le partage d'images, c'est la création d'un langage visuel vernaculaire. Et donc, c'est là où CRS nous a apporté des bonnes méthodes pour collecter au fur et à mesure assez rapidement ces images qui, sans quoi, pouvaient disparaître entre le moment où on repérait un tweet avec une image, on retournait sur Twitter pour essayer de collecter l'image, bah, le tweet avait été supprimé parce qu'il dérogeait à telle ou telle politique. Donc il y a tout un enjeu méthodologique sur lequel je passe très vite. L'hypothèse qui était la mienne au tout début de ces recherches, c'était qu'il y avait euh, comment dirais-je, les communautés politiques, sémiotiques et émotionnelles, elles s'alignent. Dit autrement, les personnes qui partagent des opinions politiques, en général, utilisent les mêmes lexiques, produisent les mêmes pratiques d'écriture numérique et en général manifestent un attachement émotionnel à l'égard de l'objet dont ils discutent qui est relativement proche. Par exemple, il y a des objets qui sont investis comme des objets d'amour ou des objets de haine ou des objets de désir ou des objets de dégoût, j'y reviendrai. Ça a été extrêmement documenté, hein, les échanges sur les réseaux sociaux numériques qui favorisent cet engagement émotionnel à l'égard affectif ou émotionnel à l'égard de ceux dont on parle. Et il y a des travaux, plus récents, qui datent du début des années 2020 sur, l'usage des mèmes dans la diffusion, des idéologies d'extrême droite, notamment dans le contexte nord-américain, avec les conséquences qu'on sait. La question des images, elle nous intéressait vraiment, même si elle posait un problème méthodologique majeur. Il y a beaucoup de travaux en mixed méthodologie qui portent sur le texte, mais il y a moins d'outils, il y a moins de méthodes stabilisées sur la question des images. Soit on avait des méthodes très quali, soit on avait des méthodes très quanti, du moins quand on a commencé nos travaux. Donc à la fin des années, on était 2017-2018, il y avait pas mal de choses qui n'existaient pas encore. Pour autant, on pouvait constater le poids croissant des images, dans les publications des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. On pouvait observer le rôle que ces images-là jouaient dans l'économie des signes imposée notamment par, Twitter. On pouvait voir également, le rôle qu'ils jouaient dans l'industrialisation de l'exploitation, les images qu'elles pouvaient jouer, dans cette industrialisation, dans le modèle économique des industries culturelles et donc on se disait qu'il fallait pas se limiter, comment dirais-je? La méthodologie ne pouvait pas limiter nos questions sur ces objets-là. Je vais très vite, l'hypothèse, donc que l'on voulait travailler, c'était l'hypothèse selon laquelle se constituait un langage visuel vernaculaire, un peu dichotomique selon les communautés. C'est-à-dire les gens qui étaient anti-genre développaient un certain type de langage visuel et ceux qui étaient plutôt pro-mariage ou pro-ouverture de la PMA ou indifférents, produisaient d'autres types, de langage visuel. Alors bon, là, c'est vraiment des éléments quanti pour dire qu'on avait un peu plus de 2 millions de tweets, à traiter, ce qui est un gros volume, mais surtout le vrai problème a été, la question des images puisque l'on a à peu près 130 000 images. On avait à peu près 130 000 images sur lesquelles il fallait, travailler. Donc moi, j'étais de la vieille école, hein. C'est-à-dire que pendant ma thèse, j'imprimais, mes 400 articles, du Figaro, du Monde, de Libé, de l'UMA. Je mettais tout par terre et je disais: «Ah bah, je fais un tas avec, les images de l'Assemblée nationale, un tas avec les images de Jospin et ses ministres» et cetera. Bon, c'était le bazar dans ma chambre, mais j'arrivais encore à gérer les choses. Mais 140 000 images, enfin 15 000 images, ça va encore, ça c'était mon HDR où voilà, j'essayais de mais 140 000 images, c'est vraiment très, très compliqué. Donc la première chose qu'on a demandé aux ingénieurs de CERES, c'est d'envisager, un outil dans lequel, un peu comme dans une photothèque, on peut avoir une vue globale sur les images qui ont été, collectées. Par ailleurs, ça nous intéressait de faire des opérations de tri, d'avoir la possibilité de manière assez automatisée, de faire des tris par, catégorie d'images. Donc là, par exemple, c'est mon j'avais j'ai enfin, je vais très vite, hein, sur Panoptique, mais il y a la possibilité de faire des recherches par mots-clés. Là, j'ai demandé, à l'outil de me ressortir toutes les images qui évoquent Marianne,
soit dans, l'image, soit dans le texte du tweet associé et ensuite, bah, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on c'est pas un outil pour penser à ma place ou pour analyser à ma place. Ça automatise un certain nombre de tâches. Ça me présente toutes mes images. Ça me fait des groupes. Mais moi, je peux toujours aller voir dans les groupes si ces groupes sont vrais. Est-ce que dans Marianne, il n'y a pas eu une erreur et donc je peux reclasser mon image. Donc c'est un outil qui facilite l'exploration dans les corpus d'images. Je vais très vite, mais n'hésitez pas à poser des questions plus tard. Cet outil-là, ce qu'il permet de faire, c'est qu'il permet de faire plusieurs choses. Comme il repose sur des technologies, de machine learning, alors de différentes natures, soit on repère des images qui ont, des pixels qui se ressemblent, donc on les met ensemble, soit, on repère des objets dans l'image et donc, on va, regrouper les images qui ont l'air de, présenter des femmes avec un chapeau rouge, par exemple. Même si les en termes de pixels, c'est pas exactement positionné pareil d'une image à l'autre. Donc ça permet de regrouper les images selon des similarités. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le dialogue avec, les ingénieurs en informatique, c'est que souvent les nos hypothèses de travail en SHS vont être traduites, en développement informatique et le résultat peut nous surprendre. Et on peut se dire: «Bah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça», mais ça me enfin, je trouve que c'est très créatif ce travail, itératif parce que tout d'un coup, on se dit: «Ah bah, oui, j'avais pas pensé à ça», mais finalement, ça m'ouvre une nouvelle hypothèse de recherche et donc ça va m'amener à réfléchir dans ce sens-là. Ou à l'inverse, on est persuadé que, c'est très simple ce qu'on demande, comme développement et en fait, la personne en face s'arrache les cheveux en disant: «Mais non, mais c'est pas simple du tout, donc laisse-moi le temps». Donc il y a aussi la temporalité qui interfère, enfin, que je trouve vraiment, extrêmement intéressante. Donc cet outil, il nous a permis avec, Fred de faire une, catégorisation des images entre les images strictement identiques pour voir s'il y avait des images qui étaient très diffusées sur notre terrain, des images identiques mais avec des variations qui étaient extrêmement intéressantes parce que parfois 2 images donnent lieu à 2 filiations. On va rajouter, alors par exemple, on va, la même image de Najat Vallaud-Belkacem. Par les catholiques, elle va être diffusée telle quelle. Par l'extrême droite, on va lui rajouter un voile. Enfin, donc ça il y a des variations qui suivent pas exactement les mêmes, disons les mêmes options idéologiques. Donc ça aussi, c'est intéressant. Bon, des images strictement identiques avec des variations ou ce qu'on a appelé des motifs iconiques et des motifs iconiques, c'est-à-dire comment une idée, par exemple, on est contre la marchandisation du vivant. Elle va s'instancier dans des images qui ont toujours la même composition. Marchandisation du vivant, vous allez voir un ventre, un code barre, un bébé avec un prix en euros, un bébé dans un caddie, une, femme, qui avec un ventre qui, a un sac, avec, des embryons et cetera. Donc on va comme une oxymore visuelle, enfin on va mettre 2 éléments antithétiques et ça vient dénoncer ce que, les mouvements anti-genre considèrent comme la marchandisation du vivant puisque la mobilisation, contre la PMA, soulevait l'interrogation de: «Est-ce qu'on va acheter les gamètes? Où est-ce qu'on va trouver?» Il y a des cliniques qui vont gagner de l'argent et cetera et cetera. Donc il y avait tout cet enjeu de la marchandisation. Donc ça, j'en viens très rapidement au résultat. Ça nous a permis de dégager plusieurs choses. À chaque fois, j'ai envie de dire, on est au début de l'exploration. Alors ça fait quand même plus d'un an qu'on explore, mais on n'a pas fini parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Parmi les résultats intermédiaires, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment identifié des langages visuels dichotomiques. C'est-à-dire que quand on tombe sur une image, maintenant on sait si elle est plutôt anti, mariage, anti-PMA, si elle relève de l'opposition aux réformes ou si elle relève plutôt d'un appui aux réformes. C'est assez facile. Bah, là, je vous en ai mis 2 exemples. Hem, on a également ça nous a beaucoup intéressés et on a pu communiquer à cet égard dans un chapitre d'ouvrage, qui a été publié dans un livre online Virality qui a été dirigé par, Fred Paillet et Valérie Schaeffer. On a identifié des images qui reviennent donc sur 10-15 ans de débat, de controverses qui se trouvent et cetera. Il y a des images qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un répertoire d'images dans lesquelles la mobilisation contre les réformes va puiser pour, manifester son opposition. Alors, par exemple, c'est la construction des personnes trans comme figure repoussoir ou bien là, je vous ai mis une image, qui a été produite dans le cadre de la
mise en valeur du programme, Secret Story. Donc l'image, elle a l'air plutôt sympathique, mais il y a des images beaucoup moins sympathiques et valorisantes des personnes trans. Mais bon, je me refuse à les partager parce qu'elles sont problématiques de mon point de vue. Et puis ces images de vente, donc ce motif dont je vous parlais, ce motif iconique, qui se reproduit contre la marchandisation, du vivant. En particulier, les figures repoussoires, donc je l'ai dit, il y a les personnes trans, il y a les mères porteuses, avec vraiment, cette idée que j'ai pas le temps de développer, mais il y a vraiment des définitions aussi de ce que serait une bonne maternité ou une bonne mère, ou qu'est-ce que c'est que la maternité et qu'est-ce que c'est que la paternité? Avec, beaucoup d'investissement à la fois des mères porteuses, donc c'est vraiment le refus absolu, la GPA ou, hem, comment dirais-je? L'utilisation de femmes, venant, d'autres, sphères, géographiques. Ça n'a jamais intéressé, les catholiques, traditionnalistes, mais là, sur la PMA, tout d'un coup, le sort de ces femmes les intéresse, et donc il y a vraiment une focalisation, hein, donc sur Sarah, qui est censée être indienne. Avec des tarifs qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et puis de l'autre côté, une focalisation, alors c'est quand même assez drôle donc je me permets de le dire, mais une focalisation sur, les donneurs. Alors, il y a quelques défrichements dans les pancartes, qui sont, brandis en manifestation par les manifestants. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais «La gloire de mon sperme», par exemple. Donc vraiment, il y a cette idée du donneur qui n'incarne pas, enfin, cette personne anonyme, donc avec ces images blancs, enfin ces visages, blancs, et donc cette idée qu'avec cette réforme-là, soit on fait sortir les pères de l'élaboration d'une famille, soit, eh bien, ils sont réduits, enfin dans la représentation, de la réforme, ils seraient réduits au rôle de donneur de sperme. Donc il y a aussi des choses qui sont intéressantes, c'est comment ça définit en creux, la façon d'être père et le rôle que la Manif pour tous, attribue à la paternité, au tournant des années 2019-2021. Et puis pour terminer, il y a une figure qui est vraiment très massivement, présente dans notre, corpus, c'est celle des Marianne. Si on regarde, les images du mariage pour tous, enfin des mobilisations contre le mariage pour tous dans les années 2012-2013, Marianne est une figure qui est plutôt, utilisée par, la gauche, pour, valoriser Christiane Taubira. Donc on voit des photomontages où, le tableau de Delacroix, se voit, ajouter, la tête de, Christiane Taubira en disant: «Christiane Taubira, mène le combat pour la liberté» et cetera. En fait, en 2019-2021, Marianne est complètement appropriée par, le mouvement, Marche pour enfants qui est, la continuation de la Manif pour tous. Et donc il y a des happening très fort, notamment autour du 8 mars, et on peut dire que, ben, pour le 8 mars 2020, Marche sans enfants a fait un événement qui a été tellement relayé qu'à l'étranger, on a pu voir, des titres de presse, parler des droits des femmes et de l'avancée des droits des femmes en utilisant des images de Marche sans enfants, ce qui est, un comble. Donc il y a vraiment cette idée, quand on regarde quelles sont ces jeunes femmes, hein, on a des profils, très, similaires. Ce sont des femmes, blanches avec les cheveux mi-longs, plutôt clairs, qui sont toutes habillées en noir, et il y a vraiment toute une gestuelle sur plein de scénettes. On les voit bâillonner et c'est un homme, qui hurle, au mégaphone, «On est contre, le mariage» ou «On est contre la PMA, on est contre la GPA», et donc ces femmes se contentent de brandir des pancartes complètement silencieuses. Donc ça raconte aussi quelque chose de la maternité ou de la féminité désirable. Là encore, il y a beaucoup de choses à creuser. Il faut aller voir, dans le détail, tweet par tweet, comment c'est réutilisé. Mais on trouvait ça intéressant de voir à la fois des continuités, sur 15 ans de débat, qu'il y a des images qui reviennent comme ça, une division des, langages visuels vernaculaires selon le camp, que l'on occupe, et puis, aussi, l'émergence de nouvelles images comme ça, et notamment, d'usage de symboles de la République qui sont aussi assez, intrigants et qui nous donnent envie de creuser sur cette idée d'une institutionnalisation du mouvement. Merci Virginie, c'est vraiment très intéressant. Bon, je vais commencer entre-temps, s'il y a des questions aussi à distance, n'hésitez pas.
Peut-être tu peux nous dire un peu plus de comment tu vis ou comment tu articules cette méthode qualitative? En effet, je m'interrogeais si quand même, venant d'une approche qualitative, tu as des images en tête, j'imagine, non, que tu parcours ton corpus, il y a des images, qui attirent ton attention et après vous allez voir si elles circulent autre chose ou peut-être les 2, hein, ou si tu obtiens des statistiques et des images qui reviennent, voilà. Comment tu vois un peu ces rapports dans la pratique? Bah, merci beaucoup pour, ta question. En fait, je vois la différence dans la façon dont enfin, pendant l'HDR, j'aurais répondu d'une certaine manière à ta question et maintenant je vais répondre d'une autre manière. Hem, Pendant l'HDR, j'ai vraiment considéré ces outils comme des poignées pour rentrer dans le corpus, pour faire des tris, pour faciliter la fouille et cetera. Mais et aussi c'est une question de seuil. C'était beaucoup, mais je pouvais quand même regarder 15 000 images, en tableau, une fois que c'était mis en tableau, les paires défilées. Donc j'avais peut-être plus, un œil attiré par certaines images que je trouvais redondantes, qui m'évoquaient d'autres images que j'avais vues dans les débats sur la parité et cetera. Avec Panoptique, c'est un peu différent et en plus, comme c'est un outil qui est très fluide, parfois je me perds, enfin, j'ai mis plusieurs mois à comprendre comment l'utiliser, en réalité. C'est moi qui suis arrivée avec une demande au ingénieur, je voudrais un outil qui me permette de voir les choses et de faire des tris en utilisant peut-être du repérage automatique, de forme et cetera. C'est moi qui l'ai demandé, mais une fois que je l'ai eu entre les mains, j'ai vraiment mis du temps à me l'approprier et en particulier, je faisais sur Panoptip comme je faisais avant sur, l'outil, qu'on m'avait développé où je pouvais regarder les images en comme avec un ascenseur, en fait. En particulier, je me perdais. Je commençais à regarder une image, puis je regardais les images similaires et je me disais: «Mais» en fait, puis je regardais une des images et puis en fait, je savais plus où j'étais, je savais plus quel parcours j'avais fait, c'était pas du tout systématique. Donc je recommençais tout depuis le début et puis je transpirais et je voyais les jours passer en me disant: «Il faut que j'écrive cet article, comment je vais faire?» Et de son côté, Fred Paillet a fonctionné de manière très différente. C'est-à-dire que, bon, lui, il travaille sur Iramutech et je pense qu'il a appliqué, c'est sa méthode Iramutech sur Panoptique et qu'il a eu des résultats beaucoup plus vite que moi, peut-être parce qu'il a cette approche, quanti. Donc ce que fait Panoptique, on peut faire des regroupements. Comment on fait? On dit: «Bah, voilà, j'ai 160 000 images, fais-moi, mettons 50 groupes» et donc Panoptique fait 50 groupes d'images qui se ressemblent plus ou moins. Alors ça, quand on vient du Quali, c'est trop stressant, pourquoi l'outil trouve que ces images se ressemblent, en fait et comment on valide, l'hypothèse et cetera. Et en fait, Fred a travaillé de manière complètement différente. Il a dit: «Bon, bah, OK, il y a ces clusters», donc un peu comme dans Iramutech. Maintenant, je vais essayer de trouver quelle signification on peut conférer à ces clusters. Et c'est vrai que pour une approche s systématique, c'est beaucoup plus facile et ensuite ça permet de travailler et de creuser en profondeur. Sinon, si on a des trop grands volumes, hem, en réalité, pour l'HDR, finalement, je me rends compte que je faisais plus des carottages. J'avais une sorte de caractérisation globale du corpus, je voyais des choses qui m'intéressaient et j'allais en profondeur dans les choses qui m'intéressaient. Donc c'était un peu, ouais, Cali-Conti, mais peut-être dans des phases différentes. Enfin, oui, enfin, voilà. Mais c'est complètement différent et je pense que je voudrais pas, avoir l'air naïve en disant ça, mais je trouve que, nos méthodes, enfin, c'est ce que je trouve très stimulant dans le travail avec, les outils informatiques, c'est qu'elles nous font prendre conscience des inconscients de nos méthodes et de nos approches et tout d'un coup, on se rend compte qu'on fonctionne d'une certaine manière et que, voilà, et du coup, ça permet d'expliciter, un rapport au corpus, un rapport aux images et cetera. Et alors justement, enfin, tu faisais le lien avec, Iramutech, mais ou de manière générale avec certaines approches en textométrie où effectivement, alors moi je viens du côté informatique, mais je vois aussi des défauts à ça, c'est magique, on fait un clustering, on ne questionne pas le clustering et on cherche à l'interpréter. Et donc le côté à mi-chemin entre, je fais mon clustering à la main dans ma chambre avec, mes bouts de papier et le clustering est fait tout seul, à quel point vous avez
eu la démarche de, une fois qu'il y a un clustering, mettons avec 50 clusters, tu disais que c'est possible dans l'outil de rechanger certaines images pour les remettre ensemble et dire, bon, bah, je vois bien que ce cluster, en gros, il représente, mettons, l'Assemblée nationale, mais il y a 10% d'images qui n'ont rien à faire là. Je les prends, je les sors. À quel point vous avez été dans l'optique d'amorcer le travail automatiquement, mais de finaliser le travail à la main pour faire vraiment les petits détails que la machine n'a pas pu cerner. Je veux vraiment pas donner le sentiment de caractériser le travail avec Yaramutech, hein. Il y a plein de C'est pas Iramutech, c'est certains algos dans Rotection Free. C'est pas mais disons, je veux pas caricaturer ça parce que, la plupart du temps, les gens sont extrêmement, informés du contexte et ils ont lu des centaines d'articles qui leur permettent de conférer du sens aux clusters. Et si les clusters n'ont pas de sens, en fait, ça fait 3 semaines qu'on est au téléphone, tous les soirs en se disant: «Bon alors, ce cluster-là, il a aucun sens, il faut que j'enlève des articles. Quels articles je vais enlever?» Et il me dit: «J'ai 40 000 articles Europress». Donc je regarde l'heure, je me dis: «OK, on est parti pour 2 heures. Vas-y, dis-moi». Donc voilà, c'est aussi du pas à pas. C'est pas parce qu'on fait du quantique, c'est magique et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ben, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va donc, il y a un groupe qui nous est proposé et clairement, c'est des images de l'Assemblée nationale. Donc je vais regarder rapidement et je vais taguer le groupe entier en considérant qu'il y a une logique dans le cluster. Je passe au groupe suivant et puis plus je descends et moins les rapprochements me paraissent évidents et donc ça, c'est l'exemple facile. Mais ce qui est compliqué, c'est au fond, c'est les derniers clusters qui sont beaucoup moins, similaires. Puis après, on se dit: «Mais c'est bizarre, pourquoi il a fait 2 groupes différents alors que moi je les mettrais ensemble?» Donc tout est interrogé, à chaque fois tout est revérifié, image par image. Mais en fait, on gagne beaucoup de temps. C'est un gain de temps parce que, il y a déjà une sorte de pré-tri qui va ensuite être contrôlé, contrôlé, recontrôlé. Hem Et en particulier, bon, bah, il y a des options pour taguer, pour annoter les images. Des fois, c'est pas exactement ce qu'on veut. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous, taguent sur des grands corpus, mais au début de l'année, on écrit Marianne avec une majuscule et pas de S. À la fin de l'année, on met une minuscule et on met un S. Et à la fin, on est là, genre, on a 4 tags de Marianne et les ingénieurs me regardent et me disent: «On peut pas encore tout merger, c'est dans la liste, c'est dans le to do list, la to do list». Je fais: «OK, super». Donc je rajoute, il y a ça à faire et récemment, on a rajouté 2000 vidéos qui ont soulevé encore d'autres, enjeux, méthodologiques de comment on insère dans Panoptic, qui ne fait que du traitement d'images fixes, des vidéos. Quelle votre question de la salle? Moi, j'avais une moi, j'avais une question sur sur à quel point, en fait, tu as travaillé à la fois sur les objets, les bâtiments, les similarités de pixels, mais aussi sur les enjeux de cadrage, si c'est des vues rapprochées, des vues d'ensemble et cetera. Et comment aussi vous avez intégré la question du producteur d'image? Parce que tout à l'heure, tu as montré une photo qui était de l'AFP et donc par un logiciel automatique peut repérer qu'il y a le logo AFP et du coup faire des classifications. Et est-ce que ça, à quel moment vous le prenez en compte ou pas en compte de qui produit l'image et que ça rajoute en fait une surcouche, d'analyse? Hem, En particulier, alors là, c'était plutôt avec, Édouard Boutet, qui a travaillé sur les violences policières et qui, en fait, c'est vraiment lui le premier qui s'est retroussé les manches et qui a travaillé avec Panoptique. Hem et par exemple, on n'était pas complètement d'accord parce que moi, je voulais plusieurs descriptions. Enfin, on a beaucoup discuté des tags parents-enfants et comment on crée des tags de hiérarchies différentes et est-ce que ce qu'on tag, c'est ce qu'on voit à l'image ou est-ce que c'est le rapport avec le texte? Ou et donc il y a eu beaucoup de discussions là-dessus et on a choisi de taguer l'image pour l'image et puis ensuite d'avoir un niveau où on va plutôt taguer la relation texte-image ou le contexte, plus général. Bon, c'est pas du tout satisfaisant, c'est vraiment, c'est ce qu'on teste en ce moment pour voir ce que ça donne. J'ai volontairement pris l'image de l'AFP parce qu'on voit que, les personnes sous les Mariannes correspondent au canon de beauté qui circule dans ce type de groupe. Et qu'en fait, donc on le voyait parce que c'était une photo qui était bien prise, alors que souvent en manif, c'est les gens, ils sont là, genre ils cadrent n'importe comment, donc c'est plus difficile de le montrer.
Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais c'est aussi, quelque chose qu'avait observé Édouard dans sa thèse sur les gilets jaunes, c'est qu'il y a beaucoup d'images qui sont produites, mais c'est pas toutes ne circulent pas et souvent celles qui circulent, ce sont celles qui sont qui à un moment, que ça soit les médias ou les journalistes qui soient producteurs ou que ce soit les journalistes qui les fassent exploser sur les réseaux sociaux, il faut que ça passe par un canal de légitimation et ensuite les images, elles diffusent. Il faut que ce soit des images un peu de qualité. C'est, Lynn Riboni qui parle de, notamment la qualité technique, enfin l'accès à une certaine, technique qui permet de rendre les images belles. En fait, il faut qu'en quelque sorte qu'elles soient un petit peu belles ou signifiantes pour qu'elles, circulent. Et c'est marrant ce que tu pointes la question du diffuseur parce que, typiquement, pour le terrain PMA, c'est enfin, donc là, j'ai tout mélangé, PMA, Manif pour tous, théorie du genre. Pour le terrain PMA en tant que tel, hem, c'est que, contrairement au terrain théorie du genre, hem, ce qu'on voit, c'est que comment le formuler? Quand il est question des manifestations, du mariage pour de la manif pour tous ou de Marchons enfants, bien souvent ça vient, s'élancer, donc soit c'est des militants sur place, des manifestants, soit c'est, des émissions de télé ou de radio qui font un mini reportage sur ils étaient, 300 000, voilà et donc on voit les images. Il y a quelques images de contre-manifestations LGBT et là, c'est les journalistes pigistes indépendants. Donc c'est par exemple, c'est pas du tout les mêmes sources. Heu, donc de ce point de vue-là, sur ce terrain-là, c'est vraiment intéressant. C'est pas forcément ce que je trouve aussi intéressant en croisant plusieurs terrains comme ça, c'est de voir qu'il y a pas un langage oui, il y a un langage spécifique à X ou à Twitter, mais il y a quand même des mobilisations qui marchent pas exactement pareil. La mobilisation, gilets jaunes, contre les violences policières, elle fonctionne pas du tout comme les mobilisations anti-genre. Il y a vraiment quelque chose qui est propre à ce type de mobilisation. Est-ce que tu peux revenir, du coup, sur la progression que tu as rapidement, évoquée en termes de constitution de corpus? Est-ce que ce que la structure CRS vous a apporté, c'est, simplement lié au fait que peut-être les outils de collecte, ont évolué et sont mieux faits? Ou est-ce que c'est des méthodologies, que vous avez apprises? Voilà, est-ce que c'est des questions d'outils, de méthodos, les 2? Je pense qu'en fait, c'est le collectif. Le travail collectif, ça change tout parce que, quand on est un peu tout seul avec, ben, on bidouille sur un outil, puis on fait des tests et on fait un peu ce qu'on enfin, il y a une sorte de c'est pas une limitation technique, c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt que, voilà, le collectif, il est moins large. Quand on travaille avec un collectif et des gens qui ont plusieurs approches différentes, bah, quand il y a une dizaine de chercheurs qui travaillent avec le même outil ou qui ont un petit peu les mêmes questions, hem, il y a quelque chose il y a beaucoup plus d'explicitation et il y a vraiment une réflexion collective, très réflexive sur l'usage des outils. Alors évidemment, il y a le partage des bonnes pratiques, le partage des outils, les infos qu'on se partage, mais il y a aussi une réflexion plus large. Par exemple, donc, comme je le disais, Édouard Boutet, il a plutôt une approche, sur l'espace public, les controverses. En ayant travaillé sur les gilets jaunes, lui, il avait travaillé sur Facebook et sur X, donc et Twitter X. Donc il avait déjà vu des distinctions entre Facebook et Twitter X. Et il pouvait être une ressource pour les gens qui voulaient travailler et sur X ou Twitter et sur Facebook. Thibaut Grison, il voulait travailler sur TikTok. Donc il a travaillé et sur X et sur TikTok. Donc il y a une sorte de veille, Léa Landolfi, on travaille en ce moment, sur Reddit. Donc il y a une sorte de veille. On est plusieurs à travailler sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de veille et tout de suite, par exemple, on sait: «Attention, l'API de X va fermer». Qu'est-ce qu'on fait? TikTok, dans une volonté de se voilà, de s'imposer sur, l'espace européen, va être beaucoup plus attentif aux questions de régulation, va plus se conformer aux demandes du régulateur. Donc il va ouvrir un accès chercheur, donc il va y avoir des demandes sur, il paraît que, Sciences Po a fait un outil sur, Reddit. Ah bah, on va tester et
C'est-à-dire que le fait de travailler à plusieurs, ça permet une veille plus large sur les outils, ça permet un retour, sur, les pratiques et sur les méthodes, ça permet une meilleure circulation de l'information et je trouve que c'est aussi là que, bah, on va mettre en place, un séminaire de recherche là, le mois prochain. Notre idée, c'est vraiment d'essayer de partager la compréhension que l'on a, du statut des outils dans notre recherche et quel statut on confère aux outils informatiques ou aux méthodes numériques dans nos recherches. C'est-à-dire on voudrait enfin, bon, je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a des interventions, mais voilà. Et ouais, je relais une question d'Alexandre Borel en ligne, de si tu pourrais dire un mot des formations panoptiques, proposées par le CERES, à laquelle il a participé et moi aussi d'ailleurs et savoir, où ça en est, si c'est toujours d'actualité? Tout à fait, c'est toujours d'actualité, donc on forme, à l'outil Panoptique. Nos ingénieurs, reçoivent, les chercheurs et chercheuses intéressés, à Serpente, donc à côté d'ODM et c'est un outil libre, avec, beaucoup de choses, qui sont, partagées sur GitHub et il y a beaucoup d'échanges, ben, donc là, il y a beaucoup on travaille aussi avec, d'autres structures, pour, voir qu'est-ce que, par exemple, il avait pu être proposé à Sciences Po, que Sciences Po ne fait pas, qu'on peut faire ou qui avait pu être fait dans tel contexte et qu'on va des outils complémentaires pour pouvoir répondre à un maximum de demandes. Merci beaucoup Virginie. On